Avons-nous découvert une nouvelle civilisation? S'agirait-il d'une porte? L'habitation d'un extraterrestre? Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil par les fenêtres? Après tout, c'est l'astromobile Curiosity de la NASA qui a envoyé cette image sur Terre. Et en ce moment même, ce véhicule explore la surface de Mars. Malheureusement, les astronomes ont vite fait de gâcher notre plaisir. Ils ont affirmé qu'il s'agissait simplement d'un élément naturel du paysage martien. Plusieurs indices les ont amenés à penser qu'il ne s'agissait pas réellement d'une porte. Par exemple, elle est minuscule, à peine 1 mètre de haut. Mais cela pourrait simplement signifier que les Martiens ne sont pas très grands, objecteras-tu peut-être. Cependant, les scientifiques continuent d'insister. Cette chose qui ressemble à une porte n'est en fait qu'une ouverture, tout ce qu'il y a de plus naturel dans la roche. Et ce sont les vents et l'érosion qui l'ont créée. Si tu regardes attentivement la roche, tu remarqueras peut-être des strates, des couches minérales que l'on distingue mieux que ce qu'il y a autour, car elles sont plus dures. Ces strates plongent ici, à gauche, et un peu plus haut, à droite. Elles sont probablement apparues il y a environ 4 milliards d'années, dans une rivière ou une dune exposée au vent. Et depuis leur formation, les puissants vents de la planète rouge les ont encore plus érodées. Maintenant, ce que tu vois, c'est qu'elles disparaissent à l'intérieur de la porte. Et regarde ça, tu vois ces fissures? Oui, celle-là. Voilà comment les roches vieillissent sur Mars. Cette petite grotte a probablement été formée au moment où les strates se sont fracturées. Il est possible qu'un gros rocher soit tombé, et cela a créé cette ouverture en forme de porte. Cette théorie est tout à fait plausible, parce que même si la gravité sur Mars n'est pas aussi forte que sur Terre, elle est quand même assez forte pour que ça arrive. D'ailleurs, tu vois ce rocher à droite de l'ouverture? Son arête n'est-elle pas étrangement lisse et verticale? C'est sans doute lui le coupable. Il est probablement tombé il n'y a pas si longtemps, et les vents martiens ne s'en sont pas encore débarrassés. Pourtant, les vents sur Mars peuvent être extrêmement puissants. Cette planète est célèbre pour ses intenses tempêtes de poussière. Parfois, la poussière soulevée est telle qu'il est possible de l'apercevoir depuis la Terre avec un télescope. Ces tempêtes se produisent chaque année et s'étendent sur des zones correspondant à des continents entiers. Et elles durent plusieurs semaines. Mais en plus de ces tempêtes annuelles, il en existe d'autres encore plus impressionnantes, mais elles se produisent beaucoup plus rarement. En revanche, elles sont plus puissantes et bien plus intenses. On les appelle tempête de poussière globale, car elle recouvre toute la planète. Mais même si tu te retrouvais pris dans la tempête la plus violente de Mars, ce ne serait pas aussi terrible que tu pourrais le penser. La vitesse du vent ne dépasse pas les 96 km/h. Sur notre planète, les vents peuvent atteindre 2 fois cette vitesse lors d'un ouragan. Tu dois aussi garder à l'esprit que la densité de l'atmosphère de la planète rouge ne représente même pas 1% de celle de la Terre. Du coup, si tu voulais faire voler un cerf-volant sur Mars, il faudrait que le vent soit beaucoup plus rapide que sur Terre. Sans ça, tu ne pourrais même pas le faire décoller. En d'autres termes, même s'il y a beaucoup de vent sur Mars, il n'est pas aussi intense que sur notre planète. Au fait, tu as peut-être remarqué que j'appelle souvent Mars la planète rouge. Pourquoi ? C'est simple, notre voisine est couverte de poussière, de terre et de roches riches en oxyde de fer. C'est ce qui donne à la surface de la planète la teinte rouge qui est sa marque de fabrique. D'ailleurs, regarde, voilà la marque en question. Mais non, je plaisante. Mars est la 4e planète en partant du Soleil. C'est pas si loin de notre étoile, te dis-tu peut-être. Pourtant, c'est un monde froid et désert. La température moyenne à sa surface est de moins 63 degrés Celsius. Mais si tu visites un jour l'un de ces pôles pendant l'hiver, assure-toi de porter des vêtements chauds, parce que les températures peuvent y descendre à moins 140 degrés Celsius. En été, cependant, tu trouverais probablement le climat très agréable dans certaines régions. Les températures peuvent y atteindre 21 degrés Celsius, pas très différent de ce à quoi nous sommes habitués. Mars est l'un des corps spatiaux les plus explorés du système solaire. Pour l'instant, la NASA a envoyé 2 astromobiles afin de parcourir ces paysages rouges, Curiosity et Perseverance. Il y a aussi un atterrisseur appelé InSight et l'hélicoptère Ingenuity, que l'on surnomme affectueusement Genie. Perseverance est l'astromobile le plus avancé et le plus grand jamais envoyé sur une autre planète. Son voyage vers la planète rouge a duré 203 jours, et Genie a voyagé jusqu'à Mars accroché à Perseverance. Ça a dû être chouette. Et maintenant, je vais te dire quelque chose de très curieux. Imagine que tu sois un Babylonien et que tu vives il y a environ 5000 ans. Babylone était une civilisation de l'ancienne Mésopotamie. Rappelle-toi, tu as appris ça à l'école. Bref, ton voisin vient te voir et te demande « Quel jour sommes-nous aujourd'hui ?» Et que réponds-tu ? « C'est le jour de Mars. » Attends, quoi ? Lorsque les Babyloniens ont créé la semaine, ils ont décidé de la diviser en 7 parties. Chaque jour a été nommé d'après un corps spatial, comme la Lune, le Soleil, Vénus et ainsi de suite. Le jour de Mars, c'était le mardi. Les Babyloniens croyaient que ces objets spatiaux influençaient le cours de leur vie. Et comme Mars était de couleur rouge,
ils l'associaient à l'agressivité. C'est pourquoi le mardi, ils organisaient des cérémonies spéciales pour éviter l'influence de la méchante planète. Et c'est vrai, Mars semblera inamical à un voyageur fatigué. Son atmosphère est peu dense et son volume représente à peine 1% de l'atmosphère de la Terre, comme nous l'avons dit. En d'autres termes, il y a 99% d'air en moins pour respirer sur la planète rouge. L'atmosphère de Mars est principalement composée de dioxyde de carbone. À des concentrations aussi élevées, c'est un gaz très toxique pour nous, les humains. Et si tu cherchais de l'oxygène pour respirer sur Mars, tu serais plutôt déçu. Il n'y a que 0,1% d'oxygène dans l'air de la planète rouge. Ce n'est certainement pas suffisant pour que tu puisses y survivre. Pour le moment, Mars possède 2 lunes, Deimos et Phobos. Les astronomes pensent qu'il s'agit peut-être d'astéroïdes autrefois captés dans le champ gravitationnel de la planète. Ces lunes ont la forme de pommes de terre. La raison, c'est que leur masse est trop faible pour que la gravité leur donne une forme sphérique. Des pommes de terre, hein? On devrait peut-être les renommer purées et gratinées. Un jour, Mars aura son propre anneau, mais il faudra attendre entre 20 et 40 millions d'années. Est-ce que Sympa existera toujours? Reste à l'écoute. Les forces gravitationnelles de Mars mettront en pièces la plus grande lune de la planète, à savoir Phobos. Et ouais, elle sera véritablement réduite en purée. Certains fragments de l'ancienne lune s'écraseront alors sur Mars, et d'autres se briseront pour créer l'anneau de la planète. Cet anneau existera pendant au moins 100 millions d'années. La surface de Mars est traversée par un énorme système de canyons, connu sous le nom de Valles Marineris. On dirait un peu le nom d'une sauce pour les pâtes. S'il se trouvait sur Terre, ce canyon s'étendrait de New York à la Californie, soit plus de 4800 km. Dans sa partie la plus large, le plus grand canyon sur Mars fait 322 km, et il atteint 6 km à son point le plus profond. Si tu as encore du mal à imaginer l'ampleur de ce phénomène naturel, écoute un peu ça. Valles Marineris est 10 fois plus grand que notre Grand Canyon sur Terre. Et puisque nous parlons de choses gigantesques, voici Olympus Mons. C'est le plus grand volcan du système solaire, et il se trouve aussi sur Mars. Il est 3 fois plus haut que le mont Everest, la plus haute montagne au-dessus du niveau de la mer. Et la base d'Olympus Mons est aussi large que l'État du Nouveau-Mexique. Les scientifiques pensent qu'il a pu y avoir de l'eau sur Mars dans le passé. Qu'est-ce qui leur fait penser ça? Ils ont trouvé tout un tas d'anciens réseaux de fleuves ainsi que des dépressions lacustres à la surface de la planète rouge. En outre, sur Mars, il y a des minéraux et des roches qui ne pourraient avoir été formés que dans un milieu d'eau liquide. Mars pourrait même avoir connu de terribles inondations il y a 3,5 milliards d'années. De nos jours, il y a encore de l'eau sur la planète rouge, mais l'atmosphère de Mars est trop peu dense pour que cette eau reste sous sa forme liquide à la surface. Elle n'existe donc que sous la forme de glace. Tu peux la trouver juste sous la surface de la planète, dans ses régions polaires. Le seul endroit où cette eau est visible, c'est sur la calotte polaire nord. De plus, il arrive que de l'eau salée s'écoule le long des parois des cratères et des flancs des collines. Et il y a de minuscules quantités d'eau dans l'atmosphère de la planète. Mais elle n'est là que sous forme de vapeur. Du coup, moi, pour les vacances, je crois que j'irai tout simplement voir ailleurs. Ouch! Les tempêtes de poussière sur Mars peuvent être vraiment dingues. Elles se précipitent sur l'hémisphère sud de la planète rouge, en particulier pendant l'été. Ces tempêtes peuvent grossir et englober de vastes étendues de la planète. Comme cela s'est produit en janvier 2022. À ce moment-là, une tempête de poussière a recouvert presque 2 fois la superficie des États-Unis. Est-ce que ça pourrait être ce qui a causé la disparition d'un des robots que nous avons envoyés sur Mars? L'atmosphère et le climat sont durs sur Mars. Il s'agit principalement d'un désert avec des vents forts et des températures moyennes de moins 63 degrés Celsius. Elles descendent jusqu'à moins 140 degrés Celsius au pôle pendant l'hiver. Un atterrisseur martien doit être équipé de manière spécifique et être très robuste pour résister à ce genre de conditions. Mais les chercheurs pensaient que celui-ci serait capable d'effectuer le difficile voyage vers la planète rouge. Le 2 juin 2003, une équipe de chercheurs a préparé l'un des robots pionniers qu'ils s'apprêtaient à envoyer dans l'espace. Il s'agissait d'un petit atterrisseur compact nommé Beagle 2. Sa mission consistait à atterrir sur Mars et à rechercher ce que le monde entier cherchait depuis des décennies. De la vie sur la planète rouge. L'atterrissage était prévu le 25 décembre, mais le signal n'est jamais parvenu. L'équipe a essayé de contacter l'engin spatial, mais à un moment donné, ils ont dû accepter qu'ils ne seraient pas en mesure de le joindre. Certains ont estimé que l'atterrissage était finalement trop difficile et complexe, et que l'atterrisseur s'était probablement écrasé. Mais ils n'ont pas décelé d'erreur technique. D'autres ont émis une théorie selon laquelle le module aurait pu s'empêtrer dans son propre parachute et tomber à la surface de Mars. Dans tous les cas, le Beagle 2 a été porté disparu jusqu'en 2015, lorsque la NASA a pris des photos de ce qui pourrait être les restes du module perdu.
Il ne s'agissait pas seulement de débris endommagés, les composants semblaient en fait intacts. Les restes de la sonde reposaient avec ses panneaux solaires, partiellement déployés à environ 5 km du site où elle était censée se poser. Apparemment, Beagle 2 a réussi à se poser, mais son antenne radio s'est retrouvée coincée. C'est pourquoi les chercheurs n'ont pas pu le contrôler depuis la Terre ou communiquer avec lui. Mais personne ne sait exactement pourquoi c'est arrivé. As-tu déjà entendu parler d'un visage sur Mars ? Dans les années 1970, l'un des orbiteurs de la NASA a pris les célèbres images de la surface martienne qui montraient une formation ressemblant à un visage, comme tu peux le voir dans la partie supérieure de l'image. Si tu fais preuve d'un peu d'imagination, tu peux facilement voir un nez, 2 yeux, une bouche et une coupe de cheveux originale. Certains ont même pensé qu'il s'agissait d'un monument construit sur la planète rouge par une autre civilisation. Et que penses-tu d'autres choses inhabituelles que les gens ont trouvées sur Mars, comme le cratère du visage heureux ? On peut facilement comprendre pourquoi il porte ce surnom. Ou encore des roches de formes différentes, une crêpe, un brachiosaure ou même un poisson. Mars possède aussi une île en forme de gaufre à sa surface. C'est un élément de 2 km de large que l'on peut voir dans une zone de coulée de lave. Cela pourrait être le résultat de la lave qui a poussé cette formation par le dessous. Il semble que les astronomes aient aussi reçu des images de dunes bleues. Il s'agit d'une mer de superbes dunes sombres que des vents violents ont sculptées en longues lignes. Elles entourent la calotte polaire nord de la planète et couvrent une région aussi grande que le Texas. Yeeha! La planète rouge est généralement connue pour ses dunes de sable brun. Alors celles-ci ont certainement été une véritable surprise. Mais en réalité, elles ne sont pas vraiment bleues. Si tu pouvais aller sur Mars en ce moment pour y jeter un coup d'œil, tu verrais que ces dunes sont brunes et oranges comme les autres. Et la photo est une image en fausse couleur. Les scientifiques utilisent souvent les fausses couleurs pour mettre en évidence les différences entre 2 éléments. Par exemple, ici, c'est la différence de profondeur. Par ailleurs, la plus grande vallée sur Mars est si grande qu'elle pourrait avaler notre Grand Canyon au petit déjeuner. C'est un fascinant système de canyons de 4000 km de long, appelé Valles Marineris. Et il est 10 fois plus long que le Grand Canyon. Si on pouvait étirer ce canyon martien, il irait d'une côte à l'autre des États-Unis. Comme Mars n'a pas de tectonique de plaques active, personne ne sait avec certitude comment ce canyon s'est formé. Selon une théorie, une chaîne de volcans, Dôme de Tharsis, située à l'autre côté de Mars, celle qui comprend Olympus Mons, a courbé la croûte martienne depuis le côté opposé de la planète. Cette puissante force a provoqué des fissures dans la croûte et mis en mouvement les énormes quantités d'eau qui se trouvaient sous la surface. Cette eau a ensuite émergé et a sculpté la roche. Cette force a aussi animé les glaciers. Et il semble possible qu'ils aient créé de nouveaux chemins dans ce gigantesque système de canyons. Les volcans de la surface martienne pourraient être entrés en éruption il y a environ 50 000 ans, bien que les éruptions les plus puissantes se soient produites il y a 3 à 4 milliards d'années. Mais la planète ne compte pas de volcans actifs aujourd'hui. L'essentiel de la chaleur stockée à l'intérieur de la planète pendant sa formation s'est dispersé. Donc à présent, la croûte externe de Mars est bien trop épaisse pour que la roche fondue atteigne sa surface. Mais il y a très longtemps, des éruptions ont formé des volcans gigantesques. Et ces volcans ont très probablement joué un rôle important dans la fonte des dépôts de glace, qui ont libéré des crues d'eau sur la surface martienne. Mars a une atmosphère mince, avec un volume de gaz, principalement du dioxyde de carbone, inférieur à 1% de celui de la Terre. Mais il y a 4 milliards d'années, elle était beaucoup plus chaude et humide que maintenant. Son atmosphère devait aussi être plus épaisse qu'à cette époque. C'est pourquoi elle a pu générer un puissant effet de serre et piéger la lumière du Soleil. Mars possédait aussi un puissant champ magnétique. Comme celui de la Terre, il s'était formé à cause des courants de métaux en fusion dans le noyau de la planète. Mais contrairement à notre planète, Mars a perdu son champ magnétique suite au refroidissement de son noyau. Et sans lui, la planète n'avait aucune protection contre les vents solaires, qui sont un flux de particules chargées provenant du Soleil. Le vent solaire a arraché la plupart de l'atmosphère de Mars en seulement 200 millions d'années, à peu de choses près. C'est ce qui rend ces puissantes tempêtes de poussière martienne encore plus intenses. Mars a une histoire fascinante, à en juger par les glaciers de la planète. Planète qui a probablement connu de multiples périodes glaciaires, tout comme la Terre. Une équipe de chercheurs a obtenu des images d'environ 60 000 roches martiennes. Ces roches étaient de différentes tailles et réparties un peu partout, ce qui signifie qu'elles se sont probablement formées au cours de différentes périodes glaciaires. Les glaciers recèlent aussi leur propre histoire. Qui sait quel type de gaz, de roche ou même de microbes pourrait être piégé à l'intérieur ? Si tu pouvais monter dans une machine à remonter le temps et l'arrêter il y a 4 milliards d'années,
Sur Mars, bien sûr, il y a de fortes chances que tu assistes à des scènes d'inondations spectaculaires. Peut-être y aura-t-il même une forme de vie à la surface de la planète. Un fort impact de météorites responsable de la formation du cratère Gale sur la planète rouge pourrait être à l'origine de cette méga inondation. Après cette collision, les températures sur la planète sont devenues incroyablement élevées. Cela a provoqué la fonte de toute la glace qui était stockée sur la surface martienne à ce moment-là. L'inondation était tellement immense qu'elle a altéré la structure géologique de la surface de la planète. Elle a creusé de grandes rides et des vagues dans la roche sédimentaire. En parlant d'eau, on a remarqué que de la vapeur s'échappait de l'atmosphère de Mars. De plus, les chercheurs ont trouvé des preuves de présence d'eau à la surface de la planète. Le sol présente des stries sombres qui semblent s'agrandir en été et rétrécir en hiver. La planète compte de nombreuses vallées et rivières asséchées. Il est possible que de l'eau liquide y ait coulé autrefois. Maintenant, la plupart de cette eau pourrait être renfermée dans des calottes glaciaires ou même cachée sous la surface. De plus en plus de choses nous laissent penser que Mars a un jour été habitable. Mars est la seule planète que nous connaissions où vivent uniquement des robots. 5 rovers composent la population martienne. Il s'agit de Perseverance, Opportunity, Spirit, Sojourner et Curiosity. Ces robots sont là pour prendre des photos et prélever des échantillons de sol et d'air et peut-être même trouver de la vie sur la planète rouge. Et un jour, nous les retrouverons peut-être sur Mars. Qui sait? Ah, et au fait, si tu pouvais vraiment monter dans une machine à remonter le temps et l'arrêter il y a 4 milliards d'années sur Mars, j'aimerais beaucoup t'inviter à déjeuner pour en parler. C'est moi qui régale. Vous pourriez atteindre Mars en seulement 30 jours. Non, il ne s'agit pas de science-fiction. Un moteur à plasma révolutionnaire pourrait réellement rendre cela possible. Bientôt, nous pourrions troquer nos chaises de plage aux Bahamas pour un voyage vers la planète rouge. Alors, quand pourrons-nous acheter nos billets? Eh bien, probablement pas avant 2030. Et même à cette date, les premiers vols seront sans doute un luxe réservé aux astronautes, et non aux simples touristes. Ils se réjouissent néanmoins, car ce moteur pourrait bouleverser tous les aspects du voyage spatial, réduisant considérablement les durées de trajet et facilitant grandement les missions. À l'heure actuelle, voyager vers Mars n'est qu'un rêve. Personne n'y a encore posé le pied, et il existe une raison majeure. Un aller-retour signifierait passer plusieurs années dans l'espace, ce qui n'est guère sûr. Nous avons bien envoyé des hommes sur la Lune, mais cela relève d'une toute autre histoire. Rejoindre notre satellite naturel ne prend que quelques jours. Le trajet le plus rapide fut celui d'Apollo 8, dont l'équipage atteignit l'orbite lunaire depuis celle de la Terre en moins de 3 jours. Si l'équipe souhaite économiser du carburant, elle pourrait emprunter un autre itinéraire. Ces trajectoires peuvent prendre beaucoup plus de temps, parfois des semaines, voire des mois, avant d'atteindre la Lune. Ainsi, la durée du voyage dépend davantage de décisions stratégiques. Qu'en est-il de Mars? La planète rouge se situe bien plus loin. En moyenne, elle se trouve à environ 225 millions de kilomètres de la Terre. D'après la NASA, même en embarquant immédiatement dans un vaisseau spatial en direction directe, le trajet durerait de 7 à 10 mois. Prenons l'exemple du Mars Reconnaissance Orbité de la NASA. Ce vaisseau spatial fut lancé depuis Cap Canaveral en août 2005 et n'atteignit l'orbite de Mars qu'en mars de l'année suivante. La durée du voyage peut cependant varier, car la distance entre la Terre et Mars change continuellement au fil de leur orbite, autour du Soleil. Ainsi, même si l'on parvient à s'y rendre en quelques mois, un aller-retour pourrait finir par durer près de 3 ans. Et personne n'aspire à cela. Non seulement il serait particulièrement monotone de vivre là-haut sans Netflix, mais le danger est réel. Passer un temps prolongé dans l'espace peut infliger des dommages sérieux au corps humain. Une mission vers Mars exposerait les astronautes à 3 environnements gravitationnels distincts. Durant le voyage vers Mars, ils seraient en apesanteur. Puis, à leur arrivée, ils devraient évoluer dans une gravité équivalente à un tiers de celle de la Terre. Enfin, au retour, ils auraient à se réhabituer à la gravité terrestre. Alterner entre ces différents champs gravitationnels n'est certainement pas anodin. Les astronautes peuvent perdre leur équilibre et leur sens de l'orientation, entraînant nausées et confusion. Affronter de tels effets lors de l'atterrissage sur Mars n'a rien d'amusant ni de facile. Et ce n'est qu'une partie des difficultés. De nombreux autres défis se présentent lors d'un voyage aussi long, tels que des délais de communication pouvant atteindre 20 minutes dans un sens, la probabilité de panne d'équipement ou d'urgence médicale.
et la nécessité constante de rationner avec soin vivres et fournitures. Heureusement, le moteur évoqué précédemment pourrait remédier à cette situation et réduire considérablement la durée du trajet. Du moins, c'est ce que suggèrent les scientifiques qui ont élaboré un prototype de moteur de fusée électrique à plasma capable de nous conduire vers Mars en seulement 30 à 60 jours. Et si votre première réaction fut « un moteur à plat, quoi ?» Rassurez-vous, nous allons clarifier cela. Voici une fusée conventionnelle, semblable à celle que l'on voit décoller de Cap Canaveral. Elle fonctionne en injectant dans son moteur un carburant à hydrogène liquide et un oxydant à oxygène liquide. La combustion libère une énergie considérable, produisant une poussée. En termes simples, le gaz brûlant extrêmement chaud est éjecté à l'arrière, propulsant la fusée vers l'avant, et elle s'élance ainsi dans l'espace. À présent, voici la fusée à plasma. Son décollage se fait de façon similaire, grâce au même mélange chimique. Mais, une fois en orbite, elle bascule vers un système de propulsion électrique. Son fonctionnement diffère radicalement. Plutôt que de brûler hydrogène et oxygène liquide, elle emploie 2 électrodes. Lorsque des particules chargées circulent entre elles sous haute tension, un champ magnétique se crée, expulsant ces particules hors du moteur. Le plasma surchauffé s'est projeté dans une direction, tandis que le vaisseau se déplace dans l'autre. C'est ainsi que la poussée est générée. Nous parlons d'une poussée d'au moins 6 newtons. Pour vous donner une idée, un newton équivaut à peu près à la force nécessaire pour soutenir une petite pomme face à la gravité. Certes, cela paraît dérisoire comparé à la puissance explosive d'une fusée classique, mais voici l'essentiel. Un moteur à plasma peut fonctionner sans interruption pendant des mois, accélérant progressivement le vaisseau spatial jusqu'à des vitesses extrêmes. Très bien, mais de quelle vitesse parlons-nous exactement ? Les fusées conventionnelles à combustion atteignent une vitesse d'éjection maximale d'environ 4,5 km par seconde. En comparaison, ce nouveau moteur à plasma peut frôler les 100 km par seconde. À de telles vitesses, un trajet en fusée jusqu'à Mars pourrait ne durer qu'1 mois. L'écart est colossal. C'est pourquoi beaucoup estiment que ce moteur pourrait révolutionner totalement les voyages spatiaux, en permettant aux engins de parcourir de bien plus grandes distances tout en consommant nettement moins de carburant. Cette technologie pourrait constituer la clé pour que nous laissions nos empreintes sur le sol martien. Et, qui sait, peut-être même au-delà. Cependant, il n'est pas encore pleinement opérationnel. Il faudra sans doute des années. Pour l'instant, il s'agit davantage d'un prototype, à un stade très précoce de développement. Il est testé dans une installation spécifique, une chambre à vide de 14 mètres de long sur environ 4 mètres de large, reproduisant les conditions de l'espace. L'objectif est de vérifier les performances du moteur dans un cadre réaliste avant de l'envoyer en orbite. Parmi les points qu'il souhaite examiner, figure sa réaction aux rayons gamma. Dans l'espace, les radiations ne se limitent pas à la lumière solaire. Il s'agit de flux de particules subatomiques provenant du Soleil, de la Voie lactée, et même d'au-delà. Bien que minuscules, elles constituent un défi majeur pour les missions de longue durée. Sur Terre, les radiations solaires et spatiales ne posent de guère de problème. Notre atmosphère et notre champ magnétique, absorbant ou déviant la majorité de celles-ci. Mais les astronautes et leurs vaisseaux spatiaux ne bénéficient d'aucune protection naturelle dans l'espace. Le problème réside dans le fait que ces particules à grande vitesse peuvent traverser le corps humain, déchirer l'ADN et causer de graves troubles de santé. Même 1 heure sans protection adéquate pourrait être fatale, du moins pour les astronautes. Et il ne s'agit pas uniquement des humains, les vaisseaux spatiaux subissent aussi ces impacts. Ces particules peuvent pénétrer les matériaux de l'engin et endommager l'électronique sensible, provoquant bugs, dysfonctionnements ou panne totale. Voilà exactement ce qu'il faut éviter lors d'un long voyage, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de garage sur la route vers Mars. Avec un aller-retour durant plus d'1 an, le problème est d'autant plus sérieux. Plus l'exposition des astronautes et de leurs vaisseaux est longue, plus le risque augmente. Voilà pourquoi il est crucial de trouver des moyens de rallier Mars plus rapidement. Les concepteurs de ce moteur à plasma ne sont toutefois pas les seuls à chercher à atteindre Mars au plus vite. La NASA a récemment collaboré avec la Defense Advanced Research Projects Agency pour tester un moteur fusée à propulsion thermonucléaire dans l'espace. Une technologie susceptible de réduire également le temps de voyage pour les missions humaines futures vers la planète rouge.
Dans le même temps, SpaceX nourrit des ambitions encore plus vastes avec son programme de colonisation, connu sous le nom d'Occupy Mars. Leur objectif est d'envoyer des gens vivre réellement sur la planète rouge, dans l'espoir de garantir la survie à long terme de l'humanité. Les premiers vaisseaux devraient être lancés en 2026, probablement sans équipage, mais les scientifiques sont confiants. Ces engins pourraient atteindre Mars en seulement 6 mois. Ainsi, nous avons un moteur à plasma, une fusée thermonucléaire, et toute une mission visant à occuper Mars qui s'efforce d'acheminer des gens vers la planète rouge dans un avenir proche. Mais qui réussira le premier et atteindra la planète le plus rapidement? Seul le temps nous le dira, mais n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Si vous avez peur des araignées, ne visitez jamais Mars. En mars 2025, le rover Perseverance de la NASA a découvert quelque chose qui ressemblait à un tas de minuscules œufs d'araignées sur la surface de la planète rouge. Ce « quelque chose » se compose de centaines de petites boules rondes collées ensemble. Allait-elle éclore? Des hordes de créatures à 8 pattes allaient-elles envahir la planète rouge? Peu probable. La chose trouvée par Perseverance était simplement posée sur une colline qui porte le nom de Witch Hazel, près du bord du cratère G0. À y regarder de plus près, il s'est avéré que c'était une roche de forme étrange, avec un peu de poussière rouge dessus. Hélas, ou heureusement, il ne s'agissait pas d'œufs d'araignées martiennes. Pourtant, cette formation se détachait vraiment dans le paysage. L'équipe de Perseverance a nommé cette étrangeté St. Paul's Bay. Les scientifiques l'ont qualifiée de roche flottante. Ce terme signifie qu'elle ne s'est pas formée à l'endroit où on l'a trouvée, mais que, d'une manière ou d'une autre, elle a été déplacée. Donc pour l'instant, nous n'avons pas suffisamment d'indices pour déterminer son origine et comment elle a acquis cette mystérieuse texture. Mais ce n'est pas là le seul mystère. Qu'est-ce qui a pu déplacer cette roche de son emplacement d'origine? Une théorie prétend qu'elle aurait été créée par un impact de météorite. La puissante collision aurait projeté des roches dans les airs, et ces morceaux, une fois refroidis, auraient pris la forme de ces minuscules boules que nous voyons maintenant. Si cela s'avère exact, cette roche pourrait venir de très loin, et elle pourrait nous fournir de nouvelles informations sur la façon dont les grands impacts déplacent la matière sur la planète rouge. Mais la NASA pense que la roche serait simplement descendue de la colline Witch Hazel. Elle proviendrait de l'une des couches plus sombres en haut de la colline. Nous avons pu observer ces couches depuis l'espace. Maintenant, l'objectif est d'étudier de plus près la colline en question et de découvrir si ces couches sont faites du même matériau que la roche St. Paul's Bay. Si c'est bien le cas, cela pourrait signifier plusieurs choses. Il y a peut-être eu une activité volcanique dans cette région, ou alors, un gros météore a frappé. Il se pourrait également qu'il y ait eu de l'eau à cet endroit dans un passé lointain. Si cette théorie tient la route, il y a une chance que certaines de ces roches contiennent de minuscules fossiles de microbes. C'est pourquoi la NASA prévoit d'en rapporter un échantillon sur Terre dans les années 2030, grâce à la mission Mars Sample Return. Nous pourrons ainsi les étudier de près et peut-être, qui sait, enfin trouver des signes d'une ancienne vie martienne. Le plus amusant dans tout ça, c'est que ce n'est pas la première fois que les scientifiques tombent sur des arachnides sur Mars. Un terrain a même été surnommé « araignée sur Mars » en raison de sa forme aranéiforme. À certains endroits, on peut voir de grandes fissures sombres qui s'écartent les unes des autres comme des pattes d'araignée. Certaines sont énormes, plus de 915 mètres de large. Vues d'en haut, ces fissures ressemblent à s'y tromper à une effrayante colonie d'araignées. Ces formes inquiétantes ont été repérées pour la première fois en 2003 par les orbiteurs de Mars et elles continuent d'apparaître sur les photos satellites depuis lors. Au début, personne n'avait la moindre idée de ce dont il pouvait s'agir. Mais maintenant, les scientifiques sont presque sûrs qu'elles se forment lorsque de la glace de dioxyde de carbone, oui, de la glace sèche, se transforme brusquement en gaz. Ce changement rapide provoque la projection de gaz à travers la glace et sculpte ces motifs étranges et craquelés. Une nouvelle fascinante, c'est que les scientifiques de la NASA ont réussi à recréer ces araignées martiennes dans un laboratoire, ici sur Terre. Ils ont construit une installation spéciale qui imite la surface de Mars et ont pu observer de petites araignées se former sous leurs yeux. L'équipe a travaillé 5 ans avant de pouvoir arriver à ce résultat. Et quand ils y sont enfin parvenus, ils étaient ravis.
En 2021, des scientifiques ont réussi à expliquer comment ces marques aranéiformes apparaissent sur Mars. Ils ont utilisé ce que l'on appelle le modèle de Kiefer. L'idée de base, c'est qu'au printemps, la lumière du soleil brille à travers de gros morceaux transparents de dioxyde de carbone gelé, également appelé glace sèche. Cela réchauffe le sol martien en dessous, et la glace commence à se transformer directement en gaz. Le gaz s'accumule sous la glace, et lorsque la pression devient trop intense, crac! La glace se fissure, le gaz jaillit, entraînant avec lui du sable sombre et de la poussière, et laissant derrière lui ces motifs inquiétants une fois que la glace fond en été. L'équipe a testé cette théorie en utilisant une grande chambre spéciale, baptisée Dusty. Oui, c'est bien son nom. Elle fait à peu près la taille d'un baril et on peut y recréer les conditions de froid glacial et de très basse pression que l'on trouve sur Mars, environ moins 185 degrés Celsius. Les chercheurs y ont également mis de la fausse terre martienne, qu'ils ont recouverte de glace de CO2. Ensuite, ils ont placé une lampe sous le sol pour chauffer le tout, un peu comme le soleil chauffe Mars. Et leur expérience a fonctionné, de petites fissures aranéiformes sont apparues, tout comme sur la planète rouge. L'étude a également révélé quelque chose de nouveau. L'équipe a découvert que la glace se formait aussi à l'intérieur du sol, et que cela provoquait des fissures dans le sol en même temps que dans la glace. Cela pourrait expliquer pourquoi les pattes des araignées ont cette forme en zigzag au lieu d'être droites, comme on pourrait s'y attendre. Maintenant, ils souhaitent continuer leurs expériences afin d'en savoir plus sur ces araignées martiennes. Pourquoi elles n'apparaissent que dans certaines régions, par exemple, et pourquoi on n'en voit pas apparaître de plus en plus au fil du temps. La planète rouge a l'air d'aimer nous jouer des tours. Par exemple, en avril 2023, le rover Curiosity de la NASA faisait une petite pause dans sa recherche de signes d'eau ancienne sur Mars, et elle est tombée sur quelque chose de curieux, un guide de voyage. Plus tard, les scientifiques ont réalisé qu'il ne s'agissait évidemment pas d'un livre, mais simplement d'une pierre. Cependant, on dirait bien un petit bouquin relié, avec une page figée en plein mouvement. Ce livre-pierre est minuscule. Il ne mesure que 2,5 cm de large. Il ne contient donc probablement pas beaucoup d'informations sur Mars, mais il tient sans nul doute facilement dans une poche. Puis, en janvier 2023, l'Université de l'Arizona a partagé une autre image étrange. Une formation rocheuse qui ressemblait à la tête d'un gigantesque ours en peluche. On pouvait voir 2 yeux, un nez en bouton et une bouche souriante. C'est l'orbiteur de reconnaissance de Mars de la NASA qui l'a repéré alors qu'il survolait la planète rouge. Des scientifiques de l'université en question nous ont expliqué que le visage de cet ours en peluche était probablement juste une formation naturelle, comme une colline ou un monticule disloqué au centre d'un ancien cratère. Une autre découverte intéressante a eu lieu en février 2022. Le rover Curiosity a repéré quelque chose qui ne pouvait être décrit que comme une petite fleur. On pouvait voir comme des petites branches de corail, mais il s'agissait en fait d'un dépôt minéral ayant pris une forme que l'on observe rarement. La plupart de ces types de dépôts se forment lorsque de l'eau ancienne se mélange avec des roches de surface. Rien de très nouveau donc pour les scientifiques. Mais ce minuscule dépôt était unique en raison de sa forme végétale. La découverte suivante est encore plus surprenante. Un jour, le rover Curiosity a pris une photo de ce qui ressemblait à une porte parfaite dans une falaise martienne. Naturellement, les gens ont commencé à se demander s'il s'agissait d'une sorte d'entrée secrète ou peut-être d'une base cachée pour les astronautes. Mais en réalité, c'était simplement une formation rocheuse vraiment impressionnante. Le vent et l'érosion avaient sculpté la roche au fil du temps, créant cette porte parfaitement symétrique. En 2018, un chercheur a remarqué des formes étranges, semblables à des bâtons, sur une image. Et il s'est dit qu'elles ressemblaient à des empreintes fossilisées d'animaux. Malheureusement, la NASA a rapidement rejeté cette idée. Ces traces se sont avérées n'être que des dépôts de sel dans des zones où l'eau s'était évaporée. Vous pouvez trouver quelque chose de similaire sur Terre, par exemple dans le lit des lacs asséchés. Ainsi, bien qu'il soit intéressant de trouver une nouvelle preuve que Mars possédait jadis des rivières et des lacs, ces traces ne sont pas une preuve de vie, juste une formation rocheuse originale. La découverte suivante est absolument incroyable. En 2004, le rover Opportunity de la NASA a trouvé des roches rondes, semblables à des myrtilles.
mais pas le type de myrtilles que vous mangez avec vos céréales. Celles-ci sont faites de fer, et elles sont la preuve qu'il y avait autrefois beaucoup d'eau sur Mars. Au cours de milliards d'années, l'eau les a lissées, créant de petites sphères. Les scientifiques pensent qu'elles se sont formées à une époque où Mars était bien plus humide qu'aujourd'hui. Ces myrtilles, riches en fer, sont d'une grande importance, car elles nous montrent que Mars fut jadis bien différente que ce qu'elle est devenue. C'est officiel, il y a de la vie sur Mars. Ce n'est pas pour vous faire cliquer, je vais tout vous expliquer. La plupart des gens imaginent que les formes de vie extraterrestres ressemblent à de petites créatures vertes et intelligentes, de préférence. Mais nous devons distinguer entre la vie et l'intelligence. Quand quelqu'un vous dit qu'il y a de la vie sur une autre planète, vous pensez probablement immédiatement à un être intelligent avec lequel vous pouvez converser. Mais la vie est quelque chose de différent. Elle est souvent associée à l'organique. Et le rover Curiosity de la NASA a trouvé les plus grosses molécules organiques jamais observées sur la planète rouge. Elles se cachaient dans des roches martiennes très anciennes, j'entends par là environ 3,7 milliards d'années. Ces molécules peuvent être des résidus de substances, par exemple des acides gras, qui permettent de construire les membranes cellulaires. Si ce n'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez, il demeure que les ingrédients de ce que nous appelons la vie sont bel et bien là. Alors voilà, le rover Curiosity de la NASA était en mission autour d'un immense cratère martien, le cratère Gale. Les scientifiques pensent que ce cratère était un lac il y a plusieurs milliards d'années. La mission principale du rover était de déterminer si Mars avait eu les conditions propices à la vie par le passé. Un jour, Curiosity a foré un morceau de mudstone ancien dans un endroit appelé Cumberland. Il a collecté de la poudre de roche, et les scientifiques ont réalisé un test spécial en utilisant un four sophistiqué intégré au rover. Ce four chauffe à haute température, environ 850 degrés C. Heureusement, les conditions de l'expérience ont permis aux chercheurs d'évaporer de l'oxygène moléculaire, ce qui a limité le risque de combustion. Et ils ont découvert quelque chose de surprenant. Des chaînes d'atomes de carbone, d'une longueur allant jusqu'à 12 atomes. On trouve des chaînes similaires sur Terre dans toutes choses, du pétrole brut au « nous y voilà de nouveau, être vivant ». Vous vous dites peut-être que, jusque-là, cette découverte n'a rien de très bouleversant. Mais attendez. Ces molécules peuvent se former naturellement par le biais de processus non vivants, comme des réactions avec l'eau, la chaleur et les minéraux. Hydrogène, monoxyde de carbone, chaleur, minéraux. C'est suffisant pour cuisiner ces molécules, même sans biologie. Mais ces molécules sont également des sous-produits ordinaires de la vie. Ici, sur Terre, nous produisons des composés similaires tout le temps, en particulier sous forme d'acide carboxylique, qui sont partout dans les organismes. Donc, même si ces chaînes pourraient s'être formées naturellement, il se peut également qu'elles soient les restes de quelque chose ayant été vivant. Peut-être une forme microbienne, peut-être quelque chose de bien plus complexe. Nous ne le savons pas encore. Mais le plus inhabituel et intriguant à propos de ces molécules, c'est que ces chaînes de carbone sont assez fragiles. Sur Terre, avec le temps, la lumière du soleil, l'air et l'eau finiraient par les décomposer. Mais sur Mars, elles semblent subsister. Et ce, après des milliards d'années. Donc même si ces molécules n'appartiennent pas à des dinosaures martiens, nous savons maintenant que la planète rouge est capable de préserver des substances organiques. Et c'est une immense découverte pour ceux qui cherchent des formes de vie anciennes. Il y a de bonnes chances que des traces chimiques de cette vie se cachent encore dans les roches. Et apparemment, Curiosity est capable de les détecter. Au fait, ce n'est pas la première fois que Curiosity a découvert des composés organiques. Le rover a également détecté des organiques chlorés, des substances contenant du soufre et des nitrates, essentiellement des éléments qui, si la vie avait un jour pris forme sur Mars, auraient fait partie de la recette. Et si nous parlions d'un autre héros envoyé sur Mars pour faire des découvertes incroyables? Voici Perseverance. C'est un robot de la taille d'une voiture que la NASA a envoyé loin de chez lui, sur la planète rouge inhospitalière et aride. Plus précisément, vers un ancien cratère appelé G0. Le Jet Propulsion Lab a créé Perseverance et l'a préparé pour son premier voyage spatial, qui a commencé le 30 juillet 2020. Pendant 7 mois sombres et solitaires, notre robot a voyagé à travers le cosmos. Heureusement, il a réussi à atterrir en toute sécurité sur Mars le 18 février 2021. La NASA a même donné un nom cool à son site d'atterrissage, l'Octavia E. Butler Landing, en hommage à la célèbre écrivaine de science-fiction. Depuis lors, Perseverance s'est activement engagé dans l'exploration de la planète rouge.
Le 8 avril 2025, il était en service depuis 1469 jours martiens, que l'on appelle d'ailleurs des sols. Cela correspond à environ 1510 jours terrestres ou un peu plus de 4 ans. Ce rover ressemble beaucoup à son prédécesseur, Curiosity, mais il est équipé de quelques améliorations. Il est littéralement bourré de technologie. 7 instruments scientifiques, 19 caméras et même 2 microphones pour enregistrer les sons de Mars, comme le vent ou le crissement des roues du rover sur les pierres. Perseverance a amené avec lui un petit compagnon volant. Il s'agit d'un mini-hélicoptère nommé Ingenuity. Ingenuity est entré dans l'histoire en réalisant le premier vol motorisé sur une autre planète le 19 avril 2021. Il était censé ne voler que quelques fois, mais il a continué et a effectué 72 vols au total. Malheureusement, le 18 janvier 2024, il a été endommagé lors d'un atterrissage difficile, et la NASA l'a officiellement retiré. Quant à Perseverance, il a de grands objectifs. Il cherche des signes d'une vie ancienne sur Mars, principalement dans les zones où il y avait jadis de l'eau. Dans sa quête, le rover tente de déterminer si la planète rouge possédait des environnements ayant pu être propices à la vie. Il cherche aussi des signes d'une ancienne vie microbienne, collecte des échantillons de roches et de sol pour les ramener un jour sur Terre, et teste de nouvelles technologies passionnantes, comme la production d'oxygène à partir de l'air martien, ce qui permettra de préparer de futures missions humaines. Après avoir atterri dans le cratère Jezero en 2021, Perseverance s'est immédiatement mise au travail, commençant par sa première campagne intitulée Crater Floor. Il a conduit vers le sud depuis son site d'atterrissage et a exploré un endroit appelé Seita. Ensuite, il est retourné à Crater Floor Fractured Rough et y a collecté son premier échantillon de roche. Ce n'était que le début de son exploration de Mars. Lors de sa deuxième campagne, Fan Front, le rover s'est dirigé vers un ancien delta où une rivière se jetait autrefois dans le cratère. Perseverance a grimpé une vallée pour examiner des terrains plus élevés, à la recherche d'autres indices sur le passé de la planète rouge. Les troisième et quatrième campagnes, Upper Fan et Margin Unit, consistaient pour le rover à étudier des roches qui pourraient nous en dire plus sur le climat de la planète et sur la possibilité qu'elle ait pu abriter la vie. En décembre 2024, la NASA a commencé à planifier la cinquième campagne de Perseverance, Northern Rim. Au cours de celle-ci, il est censé étudier le bord du cratère, où se trouvent des roches souterraines ayant été projetées vers le haut lors d'un impact il y a des milliards d'années. Perseverance a déjà fait des découvertes impressionnantes. Elle a trouvé des roches volcaniques à la surface du cratère, et la preuve qu'elles ont un jour été en contact avec de l'eau. Cela a créé la surprise, car les scientifiques pensaient que les roches étaient principalement sédimentaires et non pas volcaniques. À un endroit baptisé Wildcat Ridge, le rover a même trouvé les signes d'un ancien lac où la vie aurait pu prospérer. Les roches que Perseverance a trouvées sont capables de préserver les signes potentiels d'une vie passée. C'est donc une découverte vraiment importante. Le rover a également découvert que certains des sédiments du delta avaient été déposés par des eaux calmes. Mais plus tard, des inondations massives auraient amené de gros rochers dans le cratère. Cela signifie que le climat de Mars a dû changer au fil du temps. En plus de cela, Perseverance a réalisé quelques expériences intéressantes. L'expérience MOXIE a réussi à produire environ 113 grammes d'oxygène à partir de l'atmosphère martienne. Cela pourrait être très utile pour de futures missions humaines. Le rover a également utilisé ses microphones pour étudier les sons sur Mars. Il s'est avéré que les sons se propagent plus lentement là-bas que sur Terre, et qu'en général, la planète était plus silencieuse. L'outil Pixel du rover a analysé des roches et a trouvé une quantité de minéraux comme de l'olivine, des argiles et des carbonates. Cette découverte a montré que l'eau a toujours joué un rôle majeur dans la formation de Mars. Le radar RIMFAX a également aidé l'équipe à constater que le sol du cratère était constitué de roches solides et de matière volcanique, et que le delta s'était formé dans un environnement calme, semblable à un lac. Dans l'ensemble, Perseverance nous offre une image beaucoup plus claire du passé de Mars. Il découvre des preuves d'activité volcanique, d'eau et d'environnement ayant pu être propices à la vie. Il aide également les scientifiques à recueillir des données cruciales pour de futures missions. En étudiant la géologie, l'atmosphère et le potentiel de vie de la planète, Perseverance prépare le terrain pour de futures explorations et peut-être, un jour, permettre aux humains de marcher sur notre voisine rouge. La terre rouge et aride tremble sous vos pieds.
de larges crevasses s'ouvrent brusquement, menaçant de vous engloutir. Pourtant, à la différence de la Terre, ces secousses ne proviennent pas des entrailles de la planète. Elles sont provoquées par une menace venue de l'espace. Des scientifiques ont récemment fait une découverte saisissante au sujet des séismes martiens. En exploitant les données d'InSight de la NASA, ils ont établi que certains de ces tremblements étaient dus à des impacts de météorites. Cela signifie que Mars est frappé 2,5 fois plus souvent que ce que l'on croyait, et que de nouveaux cratères naissent constamment. Mais ce qui inquiète le plus, c'est que ces impacts ne se contentent pas d'ébranler la surface. Ils propagent d'intenses ondes de choc jusque dans les profondeurs de la planète, révélant l'existence d'un réseau sismique insoupçonné et un intérieur instable, à 1000 lieues de ce que nous imaginions. Cela bouleverse notre compréhension de Mars. La question cruciale désormais est, que reste-t-il à découvrir sous sa surface? Commençons néanmoins par suivre le raisonnement des chercheurs. Ils ont comparé les données sismiques issues du module InSight de la NASA avec les nouveaux cratères recensés par le Mars Reconnaissance Orbiter. C'est ainsi qu'ils ont constaté que certains impacts engendraient une autoroute sismique, traversant le manteau, au lieu d'être amortis par la croûte. Bien que la mission ait été interrompue en 2022, les données recueillies demeurent d'une grande valeur. L'atterrisseur, qui avait déployé un sismomètre sur le sol martien, a enregistré plus de 1300 séismes, certains provoqués par la fracturation des roches internes sous l'effet de la chaleur et de la pression, d'autres, semble-t-il, par des météoroïdes percutant la surface martienne. En analysant la propagation des ondes sismiques à travers la croûte, le manteau et le noyau, les chercheurs poursuivent leur reconstitution de l'architecture interne de Mars. Par le passé, ils avaient déjà mis en relation les cratères d'impact avec les relevés sismiques. Ces nouvelles recherches constituent néanmoins la première fois qu'un impact récent a été formellement corrélé à des secousses enregistrées dans la région de Cerberus Fossae, une zone fortement active située à 1600 km de la sonde InSight. Ce cratère de 21 mètres de diamètre a été détecté bien au-delà de la distance que l'on estimait compatible avec l'intensité des ondes générées. Jusqu'ici, on pensait que la croûte martienne absorbait la majeure partie de l'énergie libérée par les impacts, limitant ainsi la portée des ondes sismiques. Mais l'examen de ce cratère a révélé que les vibrations, loin d'être amorties, ont suivi un trajet plus direct et plus profond à travers le manteau. Cette découverte inattendue suggère l'existence d'une autoroute sismique sur Mars, permettant aux secousses de se propager sur de bien plus grandes distances qu'on ne l'imaginait. L'équipe d'InSight doit désormais revoir ses modèles concernant la structure et la composition interne de la planète. Une meilleure compréhension de la manière dont les signaux sismiques générés par impact atteignent de telles profondeurs pourrait en découler. Le traitement manuel de ces données colossales aurait exigé des années, mais de nouveaux outils permettent aujourd'hui de réduire en quelques jours des dizaines de milliers d'images à une poignée seulement. Les chercheurs ont donc ciblé les cratères situés dans un rayon d'environ 3000 km autour de la position d'InSight. Leur objectif était de repérer ceux qui s'étaient formés durant l'activité du sismomètre. En comparant les clichés capturés avant et après par la Context Camera, ils ont identifié 123 cratères récents à croiser avec les données sismiques. Parmi eux, 49 correspondaient potentiellement à des secousses enregistrées. Et après analyse supplémentaire, c'est le cratère de 21 mètres situé dans Cerberus Fossae qui a été retenu comme la découverte majeure. Cette avancée pourrait permettre aux scientifiques de mieux distinguer les signaux liés à des séismes internes de ceux provoqués par des impacts de météoroïdes. Jusqu'à présent, Cerberus Fossae était considéré comme une source importante de vibrations sismiques de haute fréquence liées à des phénomènes internes. Mais les nouvelles données indiquent qu'une part de cette activité pourrait, en réalité, avoir pour origine des impacts venus de l'extérieur. Un autre mystère que les scientifiques tentent de percer depuis un demi-siècle est la raison pour laquelle Mars présente deux hémisphères aussi distincts. Les enregistrements des séismes martiens pourraient enfin leur avoir fourni une piste. Depuis les années 70, les scientifiques ont établi que Mars se divise en deux grandes zones distinctes. Les basses plaines septentrionales s'étendent sur près des 2/3 de l'hémisphère nord, tandis que les hautes terres méridionales occupent le reste. Ces dernières s'élèvent à près de 5 km au-dessus des plaines du nord, et leur croûte, cette enveloppe externe semblable à une carapace, s'y révèle plus épaisse. Cette étrange asymétrie géologique porte le nom de dichotomie martienne. Deux hypothèses sont avancées pour expliquer cet écart. La première évoque un processus interne encore mal compris, qui aurait façonné cette dissymétrie. La seconde suppose qu'un gigantesque impact, sans doute provoqué par un corps céleste de la taille d'une lune, ou par une série de collisions plus modestes, aurait profondément remanié la surface martienne.
Cependant, l'ancienneté du sol martien complique l'identification précise de l'événement en cause. Mais une étude récente, publiée le 27 décembre 2024, s'est appuyée sur les données sismiques recueillies par l'atterrisseur InSight, afin de déterminer si cette singularité trouvait son origine dans les profondeurs mêmes de la planète. Installé à proximité de la frontière séparant les basses plaines nordiques des hautes terres méridionales, InSight avait pour mission d'enregistrer les ondes issues des séismes martiens, lesquels traversent le manteau, cette couche rocheuse située sous la croûte. Les chercheurs ont ainsi comparé le comportement de ces ondes sous chacune des deux régions, dans l'espoir d'y déceler d'éventuelles différences structurelles. Leurs observations ont révélé que les ondes sismiques s'amortissaient ainsi bien plus rapidement en traversant les hautes terres du sud. Cela indique que le manteau situé sous cette région est notablement plus chaud que celui du nord. Ce constat vient renforcer l'idée que des forces internes, et non un événement d'origine externe, seraient à l'origine de cette séparation géologique. L'équipe de recherche estime que cet écart thermique pourrait remonter à une ancienne activité tectonique qui, jadis, modela la planète avant de cesser en deux. Autrefois, Mars aurait en effet possédé un système de plaques tectoniques mobiles, comparable à celui de la Terre. En se déplaçant, ces plaques et le magma sous-jacent auraient pu engendrer la dichotomie martienne. Mais ce mouvement s'étant interrompu, il aurait laissé place à ce que les spécialistes appellent un couvercle stagnant, une couche épaisse et rigide recouvrant les entrailles en fusion de la planète. Si cette hypothèse se confirme, elle impliquerait que le manteau sous les hautes terres du Sud continue lentement à s'élever, tandis que celui des basses plaines septentrionales s'enfoncerait davantage vers le noyau. Ce mécanisme en cours pourrait rendre compte de l'épaisseur accrue de la croûte martienne dans l'hémisphère sud. Néanmoins, l'éventualité d'un impact cosmique majeur à l'origine de cette dichotomie ne peut être totalement écartée. Certaines recherches récentes soutiennent qu'une collision colossale demeure une explication plausible. Pour trancher définitivement, il faudra recueillir davantage de données sismiques martiennes et affiner les modèles de la formation primitive de la planète. Au fait, si l'envie vous prend de visiter Mars, vous pourriez bien tomber nez à nez avec le protagoniste de cette vidéo, l'atterrisseur InSight. Son lancement était prévu pour mars 2016, mais un dysfonctionnement de l'un de ses instruments a forcé la NASA à repousser la mission. Il s'agissait d'une fuite dans le système de vide du sismomètre. Le décollage a donc été reporté à mai 2018, le temps de résoudre le problème. Mais ce retard a entraîné une hausse des coûts, passant de 675 à 830 millions de dollars. Malgré ce départ tardif, InSight a réussi à se poser sur Mars le 26 novembre 2018. Avec le temps, une accumulation de poussière a recouvert ses panneaux solaires, compromettant leur capacité à capter l'énergie. Fonctionnant uniquement grâce à ses panneaux solaires et à des batteries, l'atterrisseur dépendait aussi de rafales de vent occasionnelles, les fameux événements de nettoyage, pour déloger la poussière. Hélas, la zone d'atterrissage s'est révélée trop calme pour que de telles bourrasques se produisent régulièrement. En février 2021, en plein hiver martien, une épaisse couche de poussière avait réduit la production des panneaux à seulement 27% de leur rendement habituel. Pour préserver l'alimentation électrique, la NASA a résolu de faire entrer InSight en mode hibernation, désactivant peu à peu ses instruments pour maintenir ses circuits à température. L'équipe espérait qu'une amélioration du climat permettrait au module de se recharger et de reprendre ses activités vers juillet 2021. En mai, les ingénieurs ont trouvé une astuce ingénieuse. Utiliser le bras robotique pour verser du sable sur les panneaux afin que le vent puisse chasser un peu de poussière. Mais au fil des mois, la production d'énergie est tombée à 1/10 de ce qu'elle était à son arrivée. En juillet 2022, la NASA a basculé InSight en mode économie d'énergie pour qu'il puisse continuer à détecter des secousses martiennes. L'atterrisseur a tenu jusqu'à décembre 2022, puis, le 20 décembre, l'agence spatiale a annoncé avoir perdu le contact avec l'appareil 5 jours plus tôt. La mission a officiellement pris fin le 21 décembre 2022. Il y a des tonnes de choses étranges sur Mars. Des cuillères, des nouilles, des portes, et même des visages. Sont-ils vraiment juste des cailloux? Et par ailleurs, ce n'est pas la seule planète de notre système solaire qui soit remplie de choses mystérieuses. Découvrons-les ensemble. Récemment, on a découvert une chose étrange sur Mars qui s'apparente à un objet lisse, semblable à une cuillère. Il s'est attiré pas mal d'attention après avoir été repéré par le rover Curiosity de la NASA. La roche, avec son manche et sa tête arrondie, semble flotter sur la photo. Les internautes demeurent perplexes quant à ce que cela pourrait bien être. Certains plaisantent en avançant qu'il s'agirait d'une quille de bowling martienne, ou même d'un chausse-pied, laissé par une civilisation extraterrestre.
Mais Andrew Good, le porte-parole de la NASA, dit que ce n'est rien de si excitant. Il semblerait que ce ne soit qu'un rocher façonné par le vent au cours d'une longue période. Ce type de roche aux formes étranges est commun sur la planète Mars. On les appelle des ventifacts. Un ventifact est une roche qui peut être gravée, creusée ou lissée par les minuscules particules charriées par le vent. On trouve généralement ces types de roches dans des endroits secs où il n'y a pas beaucoup d'arbres ou de végétation pour arrêter les courants aériens et où beaucoup de sable est emporté. Parfois, le vent peut donner à ces ventifacts des formes vraiment étonnantes, comme ces rochers en forme de champignons que l'on peut observer dans le parc naturel du désert blanc égyptien. Ces roches ressemblent à la maison des Schtroumpfs, car le vent érode la partie inférieure plus rapidement que le sommet, leur donnant cette forme allongée. Les ventifacts ne sont pas les seules roches martiennes dignes d'intérêt. Regardez plutôt ces séries de pointes à l'aspect irréel qui émergent de la surface rouge. Le rover Curiosity les a découvertes lors de l'exploration du cratère Gale sur Mars. Elles ont rapidement captivé l'attention de tout le monde. Ces structures torsadées, semblables à des pointes, ressemblaient à une porte vers un autre monde. Même l'Institut SETI, une organisation consacrée à la recherche de vie extraterrestre, a bien été forcé d'admettre à quel point cette roche était stylée. Mais en réalité, ce ne sont que des cheminées de fées. Ces pointes hautes et effilées se manifestent lorsqu'une roche dure se trouve au-dessus de couches plus tendres. Il est probable que ces pics martiens ne soient d'autre que le remblai d'anciennes fractures dans la roche sédimentaire, et dont les matériaux plus tendres se sont érodés au fil du temps. On compte également de nombreuses cheminées de fées sur Terre. On les appelle également pyramides, ou demoiselles coiffées. On peut en trouver dans des régions telles que Bryce Canyon, en Utah, ou même dans les Hautes-Alpes. La NASA s'intéresse à ces structures étranges, car elles pourraient nous aider à en apprendre davantage sur l'histoire du cratère Gale. On a aussi aperçu un rocher qui ressemblait à un beignet à la confiture. Il a été baptisé Pinnacle Island après avoir été repéré par les caméras de la NASA. Néanmoins, seulement 4 jours auparavant, il était introuvable. Alors, comment est-il magiquement apparu? Eh bien, sans la moindre surprise, il a simplement été délogé par l'une des roues du rover Opportunity pendant qu'il traversait le terrain. Mais le mystère continue de planer autour de ce fameux beignet. Les analyses ont révélé que Pinnacle Island contenait des niveaux étonnamment élevés de soufre et de manganèse. Or, ces deux éléments sont solubles dans l'eau. En d'autres termes, de l'eau martienne aurait pu introduire ces éléments à l'intérieur même de la roche. Ainsi, cette petite chose a soudainement causé un certain scandale, ainsi qu'un procès intenté contre la NASA. Un homme soutenait que l'agence avait négligé la possibilité qu'il s'agisse, là, d'un authentique champignon martien. Mais toutes nos trouvailles ne sont pas d'ordre naturel. Une autre découverte déconcertante a été cette chose repérée par Perseverance. Ça ressemble à des spaghettis ou à de la ficelle emmêlée. À l'inverse du beignet mentionné plus tôt, cet objet mystérieux est apparu dans une image saisie par la caméra du rover, puis a disparu dans le sol sablonneux en seulement quelques jours. Il semblerait qu'il puisse d'agir des débris du système d'atterrissage du rover martien. Perseverance a atterri dans le cratère G0 en février 2021. Il a connu un atterrissage difficile et a accidentellement dispersé des débris tout autour de lui. Certains de ces débris apparaissent dans les images du rover depuis un certain temps maintenant. L'objet qui ressemble à un fil n'est probablement qu'un morceau de dacron déchiqueté, qui est un type de fibre utilisé dans les couvertures thermiques. Ces couvertures aident à réguler la température des équipements pendant l'incandescent processus d'entrée dans l'atmosphère martienne. Il a probablement subi une déchirure et des dommages significatifs en raison des forces à l'œuvre pendant l'atterrissage. Les couvertures thermiques se perdaient pas mal de choses à l'époque, comme ce morceau de feuille brillante repéré en juin par exemple. L'astromobile l'a retrouvé sur un rocher. Ce qui est remarquable, c'est la distance que certains de ces débris ont parcouru. Le rover a atterri à environ 2 km de l'endroit qu'il explore actuellement, et c'est probablement parce que le crash a projeté les débris dans les airs, et que les vents martiens les ont emportés sur une telle distance. Mars est connu pour ses vents violents, qui peuvent déplacer les objets les plus légers. Toutefois, s'il est amusant de les découvrir à l'écran, des inquiétudes persistent au sujet des débris et autres déchets abandonnés sur Mars.
Nous n'avons même pas réglé ce problème sur Terre, et nous sommes déjà en train de le reproduire sur Mars. Les débris que nous avons laissés sur la planète rouge s'accumulent déjà dans une zone baptisée Ogualo Flats. De plus, ces détritus peuvent accidentellement contaminer les tubes d'échantillonnage utilisés pour collecter les roches martiennes. Jusqu'à présent, la NASA ne semble pas trop inquiète à ce sujet, mais ils gardent un œil attentif dessus pour prévenir tout problème avec leurs engins. Maintenant, que diriez-vous d'examiner non pas des choses, mais des animaux? Le rover Curiosity a causé le plus grand émoi lorsqu'il a photographié une chose qui ressemblait à un rat martien. Certains ont commencé à spéculer qu'il pourrait s'agir d'une trace de vie extraterrestre, ou même que ce rongeur ait été apporté par Curiosity. Mais le rat de Mars, une fois de plus, s'est avéré n'être qu'un étrange caillou. Il ne devait son aspect qu'à des processus naturels, comme l'érosion éolienne et l'abrasion mécanique. Nous avons également découvert plusieurs choses qui nous rappellent des asticots. Curiosity a pris cette photo d'une formation ressemblant à des vers qui se tortillent à travers le paysage martien. En dépit de sa petite taille, cette formation se distingue par sa forme unique et sa texture rugueuse. Elle est probablement faite d'un matériau durable, résistant à l'érosion constante de la planète. Et enfin, notre découverte la plus mystérieuse est le visage de Mars. Cydonia Mensae est une région de Mars qui a captivé à la fois l'intérêt scientifique et celui du public. Elle se trouve dans l'hémisphère nord de Mars et se situe entre des régions constellées de cratères au sud et des plaines relativement lisses au nord. Il existe une théorie selon laquelle les plaines du nord auraient pu être autrefois des fonds marins. Peut-être Cydonia était-elle autrefois une zone côtière? Cet endroit déborde de caractéristiques aussi intéressantes que magnifiques et qui nous apprennent beaucoup de choses sur l'histoire de la planète rouge. Mais sa particularité la plus intéressante reste le visage martien. Cette chose a suscité la plus grande attention depuis qu'elle a été repérée par l'orbiteur Viking 1 en 1976. Certains croyaient que c'était la trace d'une civilisation martienne depuis longtemps disparue. Au début, la NASA l'a rejeté comme n'étant qu'un jeu d'ombres et de lumière. Mais après quelques analyses, il s'est avéré que c'était, oui, encore un rocher. Nous avons également vu un visage d'ours, capturé par la caméra High Resolution Imaging Science Experiment. Dans cette image, on peut observer une faille suivant un motif circulaire, et qui ressemble à la tête d'un ours, avec deux petits cratères formant les yeux et une aspérité en forme de V qui en compose la truffe. Cette tête s'est probablement formée parce que quelque chose de lourd s'est retrouvé sur un ancien trou dans le sol. Celui-ci était rempli soit de lave, soit de boue. Le relief ressemblant à un nez est, quant à lui, censé provenir d'une éruption. Mais pourquoi continuons-nous de voir ces choses étranges sur Mars? Parfois, notre cerveau peut nous leurrer et nous laisser voir des choses telles que des visages ou des objets dans les rochers et la nature. Mais tout cela n'est qu'une illusion, appelée pareidolie. La pareidolie est un phénomène psychologique qui nous laisse voir des motifs ou des formes familières, surtout des visages, là où il n'en existe aucun. Cela se produit parce que lorsque le cerveau est confronté à quelque chose qu'il ne reconnaît pas ou ne comprend pas immédiatement, il essaie de se rappeler des choses qui y ressemblent le plus. Il perçoit ainsi des motifs, des textures ou des sons étrangers comme quelque chose de significatif et de reconnaissable. C'est pourquoi une chaise avec des vêtements dessus peut ressembler à une figure d'épouvante pendant la nuit. Cela vous fait également voir des visages ou des formes dans les nuages, ou déceler des sons reconnaissables et même des mots dans un bruit incongru. C'est une preuve fascinante de la complexité de notre perception. Mais nous devrions également nous prémunir contre cela, et ne pas trop laisser courir notre imagination.